Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis IS et IES, voyageurs de Sud Radio. Avant les années 2000 et la génération Z, on partait encore en voyage presque le nez en l'air pour simplement changer d'air, visiter un max ou simplement découvrir un autre pays, se frotter à d'autres cultures. On rentrait alors dans une agence de voyage, on prenait un billet d'avion sec en se disant tiens qu'on verrait sur place, ou alors on achetait une Formule Club, un voyage organisé, voilà. Et aujourd'hui, les aspirations écologiques, la quête d'authenticité, le respect de l'environnement, le slow tourisme, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la construction de son périple ont totalement modifié l'art de voyager. Le voyageur 2025 maîtrise et gère. Il a discuté avec les chatbots conversationnels et pris les avis sur Google. Il sait ce qu'il veut. Et que veut-il ? Eh bien, toutes les enquêtes le montrent, de la génération Z chez nos seniors comme chez les digital natives, que ce soit en France, en voyage, à l'étranger, il est en quête de nature et d'authenticité, d'immersion dans les cultures locales, à vivre des expériences, souvent premium d'ailleurs, à découvrir la gastronomie locale, à visiter des sites historiques, des lieux patrimoniaux, cultuels ou culturels. Les voyageurs veulent établir des liens authentiques avec les habitants, découvrir des territoires inconnus et vivre des moments uniques hors des sentiers battus. La transition vers un tourisme plus respectueux de l'environnement constitue aussi clairement une des tendances majeures et les plus marquantes de 2025. Alors voilà, le tourisme tendance vers, responsable, durable, comment est-il en train de s'imposer ? Comment allons-nous le vivre ? C'est ce que nous allons voir et vivre, nous, dans cette émission. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nos invités sont là, les professionnels de la profession. Sandrine Mercier, rédactrice en chef d'AR Magazine, auteure de 50 destinations nature voyage d'une vie, un magnifique ouvrage qui sort pour Noël. Le 8 octobre, exactement. Qui est bleu, ma couleur préférée, qui est très très jolie. On va en parler tout à l'heure, on va le montrer. Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomade Aventure. Bonjour Fabrice. Bonjour Christophe. Et Bénédicte Bordas, porte-parole des Gîtes de France. Bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. On commence avec vous Sandrine, rédactrice en chef. Je dis bonjour ou j'ai dit bonjour hein. Oui, 2 fois, 3 fois. Ouais, ça en plus, on est venus en métro tous les deux, sans le savoir. Rédactrice en chef d'AR Magazine, qui existe depuis combien de temps ? 15 ans ? Eh bien, ça fait 15 ans cette année. Et AR comme aller-retour, parce qu'au début, on s'est dit, un voyage avec un aller simple, c'est un peu triste. Hein, il vaut mieux revenir d'un voyage. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé AR aller-retour. Et le nouveau voyageur, parce qu'effectivement, on aime mettre en avant ces destinations où on ne consomme pas vraiment un voyage, mais où on a vraiment une expérience de vie. C'est vraiment ce qu'on cherche à mettre en avant à travers, là on est par exemple en Nouvelle-Orléans, dans le magazine Actuel, la Nouvelle-Orléans, et effectivement c'est vraiment de découvrir les clubs, découvrir les gens, la culture. On est aussi dans la Creuse, idem pour découvrir tout ce pays qu'on dit dans la diagonale du Vic, mais pas du tout, il y a plein de choses à faire, ou la Creuse, donc le Finistère Sud aussi, enfin voilà. À chaque fois on met en avant et des pratiques aussi de micro-aventure, parce que tu parlais de nature, c'est une manière aussi de se dépayser tout en étant pas loin de chez soi, d'essayer de montrer aussi un peu, de se surpasser, on va dire. Alors, il y a un chien qui te lèche partout, mais voilà. Il y a mon chien exceptionnellement qui est venu dans l'émission s'inviter. Sandrine, c'est un trimestriel. Et oui, c'est 4 fois par an. Et c'est beau, c'est bien écrit, 25 000 exemplaires. 25 000 exemplaires, on a un beau regard photo et on a vraiment des plumes à l'intérieur. D'ailleurs, à propos de plumes... Oui, vous êtes une plume verte depuis hier, Sandrine. Depuis hier, à l'IFTM, avec la Donnette, avec un reportage que j'avais fait en Casamance, justement. Casamance en mode solidaire. Absolument. C'était de montrer effectivement comment les villageois prennent en main le tourisme, et c'est eux qui décident de ce que les visiteurs qui arrivent chez eux visitent et font avec leur communauté. Alors rappelons que l'IFTM, pour nos auditeurs, c'est le salon professionnel du tourisme. Voilà. Ouais. Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomade Aventure. Nomade Aventure est né quand et quel était le postulat de départ ? 75, hein. Ouais, exactement. Il est né en 1975, donc faites le calcul. On a donc 50 ans cette année. On n'était pas nés. non, bien sûr. Ça, surtout vous. Bah oui, merci. Voilà. Donc moi, je n'ai pas créé Nomade Aventure, comme on me demande régulièrement. J'étais né, en fait, mais je dirige Nomade depuis un peu moins de 15 ans. Donc Nomade est né il y a 50 ans. On a, en début d'année, évoqué un petit peu l'histoire de Nomade avec des vidéos, des films d'un ancien client qui avait fait l'un de nos tout premiers voyages en 1975. Mais on consacre surtout la deuxième partie de l'année à nous projeter dans le futur,
puisqu'on a ouvert un site internet événementiel il y a exactement une semaine. Ça, on va en parler. Voilà, qui s'appelle Destination 2075 et sur lequel on va faire un peu ce que vous évoquez, c'est-à-dire évoquer les tendances actuelles, certes, mais surtout essayer de se projeter à beaucoup plus long terme. Mais sur les fonds baptismaux de Nomade Aventure, quel était l'ADN de l'histoire en fait? C'était des voyages hors normes, des voyages d'aventure, des voyages en solo? C'était des voyages d'aventure en petits groupes. Qui, en 1975-76, sont créés en fait tous les pionniers qui sont encore aujourd'hui les leaders du voyage d'aventure en France. Certains plutôt axés haute montagne, d'autres plutôt marche et nomades dès le départ, avec une acception assez large de l'aventure. C'était des voyages par exemple en minibus Volkswagen dans les années 70, dans le désert, en Algérie ou en Norvège, etc. Avec aussi une dimension randonnée, mais pas forcément cantonnée uniquement à la randonnée ou au trek. D'accord. Et on a conservé cette diversité de manières de se déplacer, de découvrir les destinations, avec toujours un esprit d'immersion, de simplicité et de découverte. Et d'immersion et de contact en direct avec les locaux. Exactement, les locaux et la nature. Et la nature. C'est deux piliers. En catalogue, combien de voyages possibles aujourd'hui? 1500 au total, si on compte les voyages sur mesure et les voyages en petits groupes, parce qu'il y a deux activités qui se complètent. Et surtout à peu près 120 destinations, ce qui est probablement un peu un record en France, parce que on n'hésite pas à proposer des destinations extrêmement confidentielles pour certaines, voire totalement inconnues de la majorité des Français, le Timor oriental, etc. On va en parler. Bénédicte Bordas, porte-parole de Gîtes de France. Alors vous, on est plutôt sur l'Hexagone. Combien de propriétaires Gîtes de France et comment est né Gîtes de France qui a cette année 70 ans. Bravo, 70 ans, plus vieux que Nomade. On est battu. Plus vieille. Plus vieille. Alors combien? Donc 70 ans effectivement, comme vous le disiez, de tourisme engagé, responsable, humain. C'est né à la fin des années 50 dans les Basses-Alpes, à la Javie, un petit village. La Javie, par l'idée toute simple d'Émile Aubert, un sénateur. Après-guerre, en fait, il a voulu lutter contre l'exode rural et faire redécouvrir la campagne aux citadins, aux urbains. Et donc, il a fait le pari d'ouvrir un gîte rural. Ça a très bien fonctionné. Ça a marché tout de suite. Ça a marché tout de suite. Le succès était au rendez-vous. C'est des vacances accessibles à tous, pour tout le monde en France. Donc vraiment un grand succès. Et donc aujourd'hui, c'est 42 000 propriétaires, 52 000 hébergements partout en France, à La Réunion, en Guadeloupe, partout. Est-il vrai que 84% des gîtes sont en territoires ruraux ? Est-il vrai que la ruralité est une demande de plus en plus forte? De plus en plus forte. Et on l'explique comment, Gîtes de France? C'est après le Covid, ça a une accélération? Chez nous, ça a toujours été, mais effectivement, il y a une vraie accélération après le Covid. Un besoin de retour aux sources, retour au vert, retour à la nature, besoin d'être indépendant. C'est ce qu'on propose à nos vacanciers, des logements vraiment indépendants. Ils sont chez eux, chez nous. D'accord. Il est pénible ce chien, je vais l'attacher. C'est l'élément sauvage et naturel dans ce studio. Mais c'est ça qui est bien. 50 destinations, alors 50 destinations nature, voyage d'une vie. Ça veut dire que dans cet ouvrage, on trouve 50 destinations qui sont de tout ordre. Comment on s'y prend? Ah bah oui, on parcourt toute la planète. C'est 15 ans de métier de journaliste, effectivement, depuis 15 ans que le magazine existe, avec Michel Fonovich et Christophe Mijon aussi. Nous sommes 3 plumes. Alors, voyage d'une vie, parce qu'effectivement, on a eu la chance de faire ces voyages extraordinaires qui ont été publiés dans le magazine. Donc, on a sélectionné 50 destinations nature. Et si Phileas Fogg a mis 80 jours pour faire son tour du monde, nous, ça fait 15 ans qu'on explore cette planète. Alors, c'est vrai qu'il y avait l'idée d'approcher cette nature qui reste encore grandiose, mais accessible. On n'est pas des aventuriers, on n'est pas des Mike Horn pour aller pagailler pendant une semaine sur une rivière du Kamtchatka. On n'est pas là. On est plutôt dans des aventures accessibles, mais avec un vrai dépaysement, avec vraiment une expérience du paysage où on se sent émerveillé, où on se sent touché, et dans des natures qui sont encore préservées. D'accord. Fabrice Del Taglia, directeur général de Nomade Aventure, en préparant cette émission, vous m'avez dit qu'on veut que le voyage soit utile. Oui, c'est surtout ce qui est déjà en partie une tendance aujourd'hui, mais c'était surtout la conclusion des contributions des différents auteurs que nous avons sollicités pour le site Destination 2075, où on a demandé à des experts, des écrivains, des aventuriers, des explorateurs, d'imaginer des scénarios sur à quoi pourrait ressembler le voyage dans 50 ans. Les scénarios sont très différents. Le but, c'est aussi d'élaborer des imaginaires qui, pour certains, vont être plutôt repoussoirs, donc pas du tout enviables, quasiment des dystopies, on va dire, en ce qui concerne le voyage, et d'autres, au contraire, des imaginaires plutôt utopiques.
Donc les idées sont très différentes, mais en réalité, je trouve qu'ils se rejoignent, la majorité des auteurs et sans doute des voyageurs d'aujourd'hui, dans trois idées. La première, c'est qu'il ne faudrait pas avoir à renoncer au voyage, malgré les difficultés environnementales, la crise climatique et les difficultés géopolitiques. Le voyage virtuel qui est évoqué sur notre site, par exemple, ne fait globalement pas envie. C'est plutôt vu comme dystopique, même s'il peut avoir quelques avantages pour les gens qui peuvent pas se déplacer réellement. Donc, on veut continuer de voyager. On est conscient que on ne pourra pas le faire de plus en plus dans les conditions actuelles. Même nous, le voyage, on tend à le rendre plus durable, mais de là à dire qu'il l'est, c'est peut-être un peu plus difficile. Et donc, c'est la troisième conclusion, pour qu'on continue de voyager, en particulier de voyager loin, il faudra qu'il soit plus utile pour soi, pour les autres, pour la planète, en résumé. Très bien. On va marquer une pause, chers amis. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler des tendances voyage, des idées de voyage qui vont certainement surgir pour cette fin d'année avec nos amis. Et on marque une petite pause dans Le Monde à découvrir. À tout de suite. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. Le voyage dans sa tendance verte, inspirante, hors des sentiers battus, avec les tendances, c'est le thème de cette émission aujourd'hui, avec Sandrine Mercier, rédactrice en chef d'AR Magazine, auteur de 50 destinations nature voyage d'une vie. Chez Géo Voyage. Ah, il faut le préciser, chez Géo Voyage. Il a une belle jaquette bleue avec des dorures. On a l'impression des voyages extraordinaires de Jules Verne. Ah, c'est vrai, il est très beau cet ouvrage. Il a une manière très très différente. Il va se différencier dans les librairies. Avec le bleu de ma chemise. Ouais. Fabrice Eltaglia, directeur général de Nomade Aventure, est ici aussi avec nous. Et Bénédicte Bordas, porte-parole de Gîtes de France. Alors, Gîtes de France, Bénédicte, on en parlait tout à l'heure, implantation sur tout l'Hexagone. Quelle est la marque de fabrique de Gîtes de France? Qu'est-ce qu'on est sûr de trouver quand on est un vacancier? Par exemple, les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce qu'ils vont être sûrs de trouver chez Gîtes de France? Ils vont être sûrs de trouver un accueil personnalisé. Par les propriétaires. Par les propriétaires. Qui sont forcément là. Ils sont forcément là ou à proximité. Il n'y a pas de boîte à clés? Pas de boîte à clés. Ah d'accord, ça c'est bien. Pas de boîte à clés, donc on est accueilli personnellement, par le humainement. Exactement. Et vous allez retrouver de la qualité. Vous le disiez tout à l'heure, on a une agence par département, globalement. On a 92 agences réparties sur tout le territoire. Et je vous le disais aussi à La Réunion et en Guadeloupe. Et on a 600 experts sur le terrain qui vont visiter chaque hébergement. Donc chaque hébergement, avant d'être sur notre site, il est visité par des gens qui connaissent leur métier, qui connaissent le territoire, qui connaissent les attentes et les besoins de nos vacanciers. Et qu'est-ce qui va orienter Il y a des épis de notation? Oui. Ah, alors il y en a combien? Il y en a 5. 5 épis. De 1 à 5 épis, exactement. Donc il y en a beaucoup? Non. Non, on a 2. Moins. De moins en moins. De moins en moins. 3. Il y a une vraie montée en gamme de nos hébergements. Très bien. En fait, on s'adapte aux besoins des clients, aux envies des vacanciers. Bien sûr. Donc, il y a une vraie montée en gamme de nos hébergements. Et donc, ça va jouer sur le bâti, l'environnement, la qualité des services, des prestations qu'on va trouver dans l'hébergement. Quelle différence y a-t-il entre les chambres d'hôtes, les tables d'hôtes et Gîtes de France? C'est un peu tout pareil? Oui. Oui, Gîtes de France, c'est notre marque, oui. Et on a différentes typologies d'hébergement, différents types d'hébergement, des gîtes ou des chambres d'hôtes. Donc on peut dîner avec le propriétaire le soir? En chambre d'hôte. En chambre d'hôte, d'accord. Dans une chambre d'hôte, vous pouvez avoir la possibilité effectivement de dîner avec le propriétaire et d'être en table d'hôte, ce qu'on appelle la table d'hôte. En gîte, vous êtes totalement indépendant. Vous louez la maison, on vous donne les clés de la maison, donc vous pouvez faire la cuisine, enfin vous faites tout. Est-ce que le propriétaire est formé? Est-ce que vous le formez, Gîtes de France, à la réception? Parce qu'il y a des gens pas toujours doués pour ça, hein. Humainement, c'est pas toujours facile. On accompagne nos propriétaires vraiment du début de leur projet jusqu'à la commercialisation, quand ils accueillent les clients. Donc on les forme à l'accueil des clients, on les forme à répondre aussi aux avis clients, parce que ça fonctionne aujourd'hui, les avis clients, vraiment tout le monde laisse un avis, et c'est ce qui va être un critère de choix aussi pour les futurs vacanciers. D'accord. Donc on les aide à répondre aux avis, on les aide à se positionner en termes tarifaires, on les aide, vraiment on les accompagne de A à Z, du début de leur projet, et même pendant qu'ils sont évidemment chez nous. Fabrice Eltaglia, directeur général de Nomade Aventure, est-ce que vous sentez-vous ce désir de vacances un peu premium, où on prend soin de nous quand on s'adresse chez un Nomade Aventure? Oui, déjà, à la base, effectivement, le voyage d'aventure, dans son essence, il consiste bien sûr à aller découvrir des populations, la nature, la faune, etc. Mais ça a toujours été, de toute façon, on l'a toujours proposé, mais ça a toujours été aussi dans une optique pour les gens avant même qu'on utilise le terme, probablement, de se reconnecter aussi à soi-même, au travers de l'environnement. La marche, typiquement, c'est un moyen de se reconnecter, de méditer, d'être
présent au monde davantage qu'un voyage de consommation et notamment urbain. Donc ça a toujours été le cas. Après, aujourd'hui, effectivement, on constate un engouement incontestable pour ce type de voyage, puisque Nomade Aventure est en forte croissance, mais c'est aussi le cas de nos confrères. Donc on sent qu'il y a effectivement un mouvement et même une sorte de migration de voyageurs qui partent de voyages classiques au départ, dont ils sont insatisfaits et qui commencent à comprendre que des voyages plus authentiques, plus immersifs dans la nature leur apportent davantage, en plus d'apporter davantage au monde. Est-ce qu'on peut, avec Nomade Aventure, se promener en train un peu partout en Europe en réponse à la décarbonation qui est quand même un thème général en ce moment? Évidemment, un peu l'éléphant dans la pièce pour le secteur du tourisme, ça reste sa contribution problématique au réchauffement climatique. Bien sûr. Pas ça en cacher. Donc ça, on a toujours été conscient. On a d'abord principalement agi au travers de l'absorption des émissions de nos voyages. Depuis 2018, on absorbe 100% des émissions liées au voyage de nos clients. Rapprochez-vous un petit peu du micro, Fabrice. Ouais. On absorbe 100% des émissions de CO2 liées au voyage de nos clients, donc transport et sur place, par le biais du financement de programmes de plantation de mangroves en Indonésie, en Inde, au Sénégal. Mais il fallait aussi qu'on s'interroge sur comment réduire ces émissions, parce que les absorber c'est bien, mais évidemment ce serait mieux de les réduire. L'un des moyens, bien sûr, privilégiés, c'est d'utiliser d'autres modes de transport que l'avion quand c'est possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a lancé début 2020, mais évidemment, juste avant le Covid, c'était pas un très bon timing. Donc, surtout relancé en 2022, une offre de voyage en train en Europe. Au départ de Paris? Au départ de Paris. Uniquement? Non, il y a des gens qui peuvent partir d'autres villes de province, Lyon, mais simplement, en général, les trajets passent par Paris pour la plupart, à part quand on va en Italie, par exemple. Alors, on va aussi bien, d'abord dans les destinations continentales, bien sûr. Pour les îles, c'est un peu plus compliqué, encore que la Sicile soit reliée en train par l'Italie. Le train embarque sur un bateau, sur un ferry. On va, par exemple, en Écosse. Un trajet très simple, simplement, et c'est vrai qu'il permet en une journée de parcourir toute l'Angleterre. Donc très bonne idée. On voit l'intérêt de voir les paysages de l'Angleterre très changeants. Non, c'est un train de jour. On ne privilégie pas particulièrement les trains de nuit parce que notre idée c'est de s'immerger dans les paysages, dans la culture et pas forcément de dormir. Il y a des trajets plus longs qui nécessitent un peu de train de nuit, mais globalement on privilégie plutôt les trains de jour pour pouvoir échanger avec les autres passagers ou voir les paysages à travers les vitres, ce qu'on fait pas en avion où on est quasi téléporté à destination. C'est vrai. Donc l'Écosse, l'Albanie, l'Autriche, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, etc. C'est une manière douce de rentrer en contact avec le pays au fur et à mesure du voyage et de la découverte des paysages. De rentrer en contact avec le pays de destination et aussi d'en traverser d'autres. Bien sûr. Par exemple, notre voyage en Albanie, il traverse la moitié de l'Italie. On dort d'ailleurs à Bari avant de prendre le ferry le lendemain. Donc c'est une approche progressive, qui était l'approche c'est une très bonne idée. Toujours vue en fait pendant les 100 premières années, voire 150 premières années du tourisme. Le tourisme lui-même, il est né d'un premier voyage en train. Mais est-ce que c'est plus cher que l'avion aujourd'hui, le train? C'est malheureusement en général un peu plus cher, mais pour un voyage aussi un peu plus long. Donc finalement, ramener à la durée du voyage, c'est assez équivalent. En réalité, les difficultés sont plutôt pour nous de réserver longtemps à l'avance des trajets en train qui sont ouverts, comme vous le savez, la réservation un peu trop tard. Il y a beaucoup de progrès à faire, mais on s'y emploie. Sandrine Mercier, rédactrice en chef d'Air Magazine et Plume Verte depuis hier. Avec ma veste aussi. Verte aussi, 50 destinations, Nature Voyage une vie, 2 destinations. Deux dans 50 qui collent avec ça. Verte. Non, mais j'ai envie de parler, c'est pas très vert, mais c'est le désert. Désert en Algérie, parce que j'étais au Tassili Nadjer, c'est tout au sud, à côté de Djanet, et parce que j'en avais gardé vraiment un souvenir incroyable, parce que là, on est vraiment dans un musée à ciel ouvert, il y a des cathédrales de pierre, il y a 15 000 dessins en gravure qui datent d'art rupestre, enfin qui datent d'il y a des milliers d'années, et dans ces petites gravures, on voit des girafes, on voit des lions, et justement, à l'époque, il y a des milliers d'années, c'était la savane, c'était vert. Et maintenant, ça l'est plus. Du coup, on voit effectivement comment le changement climatique opère à grande. Ouais, c'est dans le sud, à côté de Djanet, c'est le Tassili Nadjer. Il y a des avions directs pour aller jusqu'à Djanet. Et là, on a vraiment des expériences de marche dans le désert, au milieu de ces cathédrales de pierre. On bivouac, avec justement des Touaregs. Donc, il y a tout ce qui se passe le soir autour du feu. Et on se réveille comme ça, on a l'impression d'être
à l'origine du monde, au début du monde. Non, mais il va être d'accord, Fabrice. On en avait parlé avant de préparer l'émission. Il m'a dit que effectivement l'Algérie, c'était une destination à laquelle on ne pensait pas, avec toutes les tensions politiques qu'il y a eu, et on pensait même s'en détacher. Alors qu'au contraire, c'est une destination qui a le vent en poupe. C'est une destination qui est absolument historique dans le développement du voyage d'aventure en France. Hein. Le voyage d'aventure, il est quasiment né dans le désert algérien dans les années 70. Et puis effectivement, il a eu d'énormes difficultés, comme le pays lui-même, à partir des années 90, de la guerre civile, etc. Cette destination a rouvert récemment et elle connaît à nouveau un engouement très fort. Quels sont les top 3 ou top 5 à Nomade Aventure en destination verte comme ça, immersive? Alors, la destination la plus importante dans notre activité, c'est la Namibie, depuis plusieurs années. Le Sri Lanka, qui a été longtemps aussi la destination numéro 1, a connu des problèmes politiques, mais qui se sont complètement apaisés, donc elle est redevenue une destination très importante, c'est la numéro 2. Ensuite, on a la Tanzanie. Nos clients sont très fans de nature et de faune, hein, bien sûr. L'Égypte, qui revient extrêmement fort et qui connaît un engouement jamais démenti. Alors longtemps au travers des croisières qui permettent sur le Nil de découvrir le site archéologique, mais à nouveau depuis peu on peut à nouveau proposer le désert blanc, qui est un paysage fascinant. C'est à l'ouest du Nil, à 200-300 km à l'ouest du Nil, avec des paysages très très étonnants de désert. C'est une partie du Sahara, mais très différente du Sahara algérien. C'est ça. J'aurais d'y aller. Avec Nomade, pourquoi pas. Aller avec Nomade, de toute façon, Sandrine, de Nomade Aventure, tu le sais, toutes les destinations que tu proposes dans ton livre, on peut les faire chez nous. On en a fait, effectivement. Et puis la 5e, c'est le Cap-Vert, qui en termes de nombre de voyageurs, d'ailleurs, a repris la première place. Parce que très bon rapport qualité-prix, destination encore assez abordable, autour de 2000 €, destination très nature. En tout cas, la partie du Cap-Vert que nous proposons, c'est-à-dire des îles de trek, il y a aussi des îles plus balnéaires, un peu plus tourisme de masse. Et ce que propose Nomade, c'est les îles destinées au trek, comme Sant'Antao principalement. Contact avec la population, destination un peu exotique mais totalement sûre sur tous les plans, sécuritaire, sanitaire, etc. Donc très fort engouement pour le Cap-Vert. Et puis la destination verte dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois très verte en termes de paysage et écologique, la plus connue c'est le Costa Rica. Costa Rica, oui. Qui fait aussi partie du top chez nous et qui est évidemment incontournable. On les retrouve tous dans le livre. Oui. Donc ça, Bénédicte Bordas, porte-parole de Gîtes de France. Et en France, quelles sont les régions qui ont le vent en poupe? Alors cet été, j'ai envie de dire un peu partout en France. Oui, bien sûr. On a quand même un beau pays. On a quand même un très très beau pays. Avec une diversité de paysages, de culture, de patrimoine. Vous voulez la mer, la montagne, la campagne, vous pouvez tout trouver. Mais c'est vrai que cet été, par exemple, et depuis quelques années, on a un fort regain pour certaines destinations du Nord, comme le Pas-de-Calais. Oui, incroyable, mais le Pas-de-Calais, exactement, incroyable. Ça fonctionne hyper bien chez nous. Les Pyrénées-Atlantiques aussi, hein, on parlait de mer, d'océan et de campagne, de montagne, on a un peu tout réuni. La Côte d'Or pour la campagne, ces paysages magnifiques, le Puy-de-Dôme aussi, incroyable. Et puis après, on a des destinations très classiques, la Bretagne, la Normandie, les Hautes-Pyrénées, la Savoie. Enfin voilà, vraiment des destinations très larges, très vastes, qui répondent à toutes les envies des Français en vacances. D'accord. Des destinations, on va continuer d'en parler, des idées de vacances et de voyages, ou même de week-end, hein, parce qu'on peut aussi partir sur des séjours courts à chez Nomade. Et puis chez vous aussi, en Gîtes de France, hein, c'est bien. On se retrouve dans un instant, chers amis, on continue à parler de cette tendance verte immersive du tourisme dans cette émission. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Nos destinations sont vertes, sont inspirantes, sont hors des sentiers battus et surtout prennent en compte l'environnement, les populations, le local aussi, la faune, la flore qu'on souhaite dorénavant protéger. Avec Sandrine Mercier, rédactrice en chef d'Aller-Retour Magazine, auteur de 50 destinations Nature, Voyage d'une vie. On va en parler. Fabrice Deltaglia est avec nous aussi, c'est le directeur général de Nomade Aventure qui nous donne de très belles idées dans son catalogue. Combien de voyages possibles chez Nomade? 1500 environ. Un choix énorme. Bénédicte Bordas, porte-parole de Gîtes de France. Combien de Gîtes de France en France? 55 000 hébergements. Pareil, un choix incroyable dans toutes les régions de France, même la Corse, les dom-toms, partout. La Corse, la Réunion, la Guadeloupe, partout. D'accord. Sandrine, un petit exemple encore. Vous nous avez parlé de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on trouve dans 50 destinations nature, voyage d'une vie, proche de la nature, en immersion? Eh bien, on trouve les canaux de Patagonie en bateau croisière. On part de Punta Arenas, au sud Chili, pour rejoindre Ushuaia à travers un dédale d'îles, de canaux. La mer est agitée quand on est côté mer, et dès qu'on rentre à l'intérieur de ces îles avec le bateau, on est vraiment dans des paysages incroyables. En tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. Et
Patagonie. La Patagonie. Et ce qui est bien aussi, c'est quand on est à bord de ce bateau pendant 4 jours, le téléphone ne passe pas. Donc vous vivez 4 jours totalement déconnectés. Ça, c'est de l'immersion. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Et ça te laisse du temps. Tu peux écrire, tu peux dessiner, tu regardes par le petit hublot de ta cabine, la mer démontée. C'est vraiment une expérience que je garderai toute ma vie. Et quand on débarque, parce que c'est un bateau chilien, c'est l'Australie, du coup, ils ont le droit de descendre sur les terres chiliennes. Patagonie, on arrive où en aéroport ? Alors, Punta Arenas. Punta Arenas, et qui s'est développé d'abord au début pour les mines, et maintenant c'est vraiment la porte d'entrée pour le sud et même toutes les expéditions sur l'Antarctique. C'est aussi un point de départ. Et là, il y a des défilés de glaciers qui tombent comme ça dans la mer. Il y a même un endroit où on visite, il y avait un glacier à cette époque. On voit vraiment le réchauffement climatique en route, je dirais. Le glacier a complètement disparu depuis 100 ans, et on voit tout ce qui se passe sur la Terre après comment la vie renaît. Comment la vie renaît après la glace, avec le lichen qui se développe, avec les microalgues, et on voit tous les petits arbustes qui arrivent, et donc on voit vraiment comment la vie reprend. C'est vraiment la naissance de la vie. C'est vraiment, enfin, on comprend tout ça, la naissance de la Terre. Non, mais ça m'avait vraiment passionné, parce que les lichens, ils sont fluo, ils sont jaunes, ils sont verts, c'est magnifique, on dirait des tableaux. Et puis il y a les manchots de Magellan. Alors là, ils sont vraiment marrants, on dirait des drôles de canards. Et Magellan, on les a appelés comme ça, ces manchots, parce que l'expédition de Magellan, quand elle est passée, elle a mangé ces bêtes, et ça avait une viande un peu granuleuse, et donc on les a appelés les manchots de Magellan, et ils se déplacent comme ça, ils n'ont pas d'os aux genoux, donc ils marchent comme ça, vous savez, ils trottinent un sur l'autre, c'est assez marrant. Et puis après on passe la terre de feu. Il y avait des autochtones avant qui faisaient du feu pour se réchauffer, c'est pour ça que toujours l'expédition Magellan l'a appelée terre de feu. Et puis après il y a le Cap Horn, on contourne le Cap Horn, et on débarque. On a eu la chance de débarquer parce que c'était pas trop les 50e rugissants n'étaient pas trop rugissants, on a pu débarquer. Et là, il y a un phare toujours habité avec des gens qui vivent ici, enfin une famille qui vit ici, 6 mois de l'année totalement isolée, et on marche courbé, parce que le vent, je sais pas, il devait faire un vent 180, 200 km/h, on marchait en rampant, quoi, tellement... Ça vous a décoiffé. Exactement. T'as remarqué aussi. Incroyable. Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomade Aventure. On parlait tout à l'heure de voyage durable et engagé. Quels sont-ils là au sein de l'entreprise Voyage Aventure? Est-ce qu'il y a des engagements là-dessus, des mesures? Oui, nous avons choisi depuis plusieurs années de nous concentrer sur cinq dimensions de ce qu'on peut appeler un voyage durable, ou plus exactement un voyage responsable, parce que la responsabilité, c'est pas tout avec la durabilité environnementale. Ces 5 axes, ce sont d'abord la réduction de l'empreinte carbone. Je l'ai évoqué, c'est le sujet numéro 1 en termes d'investissement, en termes d'importance, parce que c'est sans doute le sujet numéro 1 en termes d'impact de notre activité. Donc la démarche consiste d'abord à mesurer les émissions de gaz à effet de serre de nos voyages, à les réduire. Donc je l'ai évoqué notamment au travers du développement du train, surtout les voyages où c'est possible en Europe, et également des voyages à vélo, et voire du combiné train plus vélo en Europe, qui fonctionne très bien. Et enfin, à absorber les émissions résiduelles via les programmes de plantation de mangroves. Mais ça va aussi plus loin, ça va être dans des détails comme par exemple l'électricité de notre siège social est une électricité verte achetée à Enercop. Tiens, je vais en faire la publicité, je suis moi-même client individuel d'Enercop. Il est où votre siège social? Il est à Paris, dans le 5e. Et vous arrivez à trouver un fournisseur dans Paris différent? Oui, mais enfin, sur le réseau électrique, toute l'électricité est mélangée de celle de tous les fournisseurs, mais on paye un fournisseur qui fait de l'électricité 100% durable et 100% locale française. Très bien. Voilà. Le deuxième sujet, c'est la réduction des déchets. Donc on a par exemple fait en sorte de bannir les assiettes et les couverts en plastique de nos voyages, de tendre à bannir, c'est encore un peu compliqué, les bouteilles d'eau ou de boissons en plastique sur nos voyages. On fournit un kit zéro déchet à nos voyageurs qui font des voyages sur mesure individuels sur un certain nombre de destinations. On soutient une ONG dans un programme de réduction des déchets plastiques à Sulawesi, etc. D'accord. Le troisième axe, c'est la protection de la faune. On a adopté une charte du soutien, en faveur du respect de la vie animale sur nos voyages. Le quatrième, le soutien aux populations locales, le soutien à des ONG, des règles de comportement, une charte de l'accueil communautaire. Et enfin, le cinquième, qui est encore plus original, c'est favoriser l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en particulier les personnes en fauteuil roulant, parce que c'est vrai que de prime abord, l'aventure et fauteuil roulant, ça paraît être contradictoire. Nous, justement, on a voulu relever le défi. Et avec l'aide de Pierre et Myriam Cabon du média Wild World, et Pierre est lui-même en fauteuil roulant.
on a élaboré une offre de 19 voyages pour les personnes à mobilité réduite à travers le monde et qui permettent à tous de découvrir l'aventure, même quand on est en fauteuil. D'accord. Et chez Gîtes de France, alors, est-ce qu'on a pris aussi des mesures dans le durable, le vert, l'engagement aussi, et quelles sont les mesures qu'on a prises aussi pour le handicap? Presque depuis 1955, en fait, pour le C'est ça, durable. depuis pour le le début. vert. Depuis le début. Oui. Franchement, c'est Ça, un c'est de nos vrai. engagements forts, le tourisme durable, la ruralité, le tourisme vert, engagé. On n'a que des propriétaires qui sont vraiment engagés. Donc oui, on a pris des mesures. Par exemple, on a des gîtes Panda. Ça fait plus de 30 ans qu'on est partenaire avec le WWF et qu'on a des hébergements, des gîtes, des chambres d'hôtes qui sont dans des situations géographiques privilégiées. Des parcs naturels régionaux, par exemple. Donc ça fait 30 ans qu'on a ce type d'hébergement. On propose aussi des hébergements éco-gestes, éco-gîtes. Donc éco-gestes, c'est des gestes du quotidien, classiques, le tri, les ampoules, l'économie d'énergie. C'est vraiment des gestes qui peuvent être appliqués au quotidien dans l'ensemble de nos hébergements par l'ensemble des vacanciers qui vont retrouver. On peut emmener son chien. On peut Oui, emmener son chien. justement, moi je pense que non, je l'emmènerai pas. Je l'emmènerai pas. Christophe, vous Ah non, mais l'emmenez. il est insupportable. Je ne sais pas si les auditeurs le voient. Enfin, on vous explique, chers auditeurs. J'ai amené mon chien parce que je prends le train après, et il est infernal dans ce studio depuis le début. Et Sandrine le garde. Et heureusement, elle a un chien elle-même. Donc, Il est voilà. très attaché à Sandrine. Ouais, il est très attaché à Sandrine, heureusement. Il n'embête pas Fabrice, parce qu'il sait qui c'est le patron. Mais Sandrine, il sait qu'il aura des caresses, qu'il est chiant. Alors allez-y, continuez. Donc éco-geste, éco-gîte aussi. Éco-gîte, c'est vraiment... Là, il y a un cahier des charges vraiment qui engage le propriétaire. Sur l'habitat, sur l'énergie, sur la sensibilisation des vacanciers. Donc ça, c'est vraiment un cahier des charges très précis, très important. Et puis, on a récemment une nouvelle catégorie d'hébergement. C'est des hébergements biodiversité. En fait, qui respectent la faune et la flore environnante et avec des propriétaires, des hôtes qui vont vraiment parler à leurs vacanciers de la faune et la flore qui les environnent, qui les entourent. D'accord. De toute façon, Voilà. l'humain est très important. L'humain est très important. Chez vous aussi, l'humain est très important. Il y a souvent des guides francophones qu'on trouve sur place. Il y a uniquement des guides locaux Ah, ça, c'est bien. francophones. Voilà, il faut le dire, il faut le préciser. Alors, C'est un peu l'angoisse des gens qui partent en voyage. Ah oui, mais sur place, on a des problèmes de... Non. On trouvera des guides qui vont vous expliquer en français ce qui se passe. Bien sûr, et qui sont locaux. Parce que c'est important quand même d'abord, le guide local, c'est la première manière de comprendre la culture locale. C'est la façon privilégiée qu'ont nos voyageurs de découvrir la culture, l'histoire, évidemment la faune et la population locale. Et effectivement, sur les voyages en groupe, le guide s'occupe de tout, bien sûr. Absolument. Sandrine, si vous arrivez à prendre la parole malgré ce chien, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote heureuse d'un de vos voyages, vous qui êtes une grande voyageuse? Heureuse. Ah ben, Sur les 50 destinations nature. Oui, il y a aussi, parce que c'est la Géorgie. Effectivement, je me souviens être arrivé dans un petit village du Caucase. Et ils avaient une grosse fête, c'était le dimanche, dans une maison. Ils avaient reçu les cousins et tout ça. Et nous, on arrivait. Et là, tout le monde était là, le gamin à l'accordéon, au bout de la table. Il y avait des plats qui recouvraient toute la nappe. On voyait pas un petit bout de la nappe. Et il y avait, et on est arrivé en plein tamada. C'est vraiment la tradition locale, puisqu'on parle des traditions. Et alors, il fallait lever toujours des toasts. Il y avait quelqu'un qui fait un peu le maître de cérémonie de la table. Il se lève, il y a une sorte de petite piquette qu'ils font dans le village. Et vas-y, qu'il lève le verre à l'amitié, parce qu'on était français, franco-géorgienne, à ta fille, à ta femme, à ton mari, enfin voilà. Et tout comme ça, tout du long. Et avec une convivialité, mais moi, j'avais jamais vu ça. Enfin, franchement, en Géorgie, je sais pas. Une convivialité non feinte. Non feinte. Vraiment spontané. On débarquait, c'était Absolument. complètement spontané. Il y avait des rimkali, c'est vraiment des sortes de gros raviolis. Il y avait du pain, comment ça s'appelle ces assiettes? C'est du pain au fromage, là, des sortes de ratchapouri. Et toutes les assiettes s'empilent, il faut tout laisser sur la table. Alors c'est complètement... c'est ce qui montre que la fête est bonne, quoi. On laisse tout là. Et après, ils nous emmènent dans la cave, voir comment ils conservent leur baratte. Le beurre fait à la baratte encore. Enfin voilà, c'était dans la montagne. C'était vraiment une vie... Comme nous on l'imaginait au moment des années 50, quoi. C'était vraiment très Ça rejoint rural. complètement le thème de cette émission sur le voyage authentique, qui est vraiment un désir profond des voyageurs. Vous êtes d'accord, Fabrice?
Ah oui, puis j'apprécie que chercher Sandrine parle de la Géorgie, parce qu'effectivement, c'est une destination un peu méconnue, mais vraiment géniale. Tout à fait typique d'ailleurs de ce que propose Nomade Aventure. Déjà, quand on arrive dans la capitale, Tbilissi, on est fasciné par cette très jolie petite ville qui est un creuset de civilisation. Hein. Vous avez une mosquée, une église, etc., à quelques dizaines de mètres. Effectivement, c'est une destination où on mange très bien, et de la convivialité, ce que tu racontes, je l'ai vécu aussi. Ils n'ont pas que de la piquette en Géorgie, hein. C'est le pays qui a inventé le vin. Absolument. Oui, oui. En tout cas, dont les plus anciennes traces archéologiques ont été trouvées en Géorgie, dont le mot vin d'ailleurs vient probablement d'un mot géorgien, et il y a d'excellents vins en Géorgie. Mais c'est vrai que toutes les familles en font aussi, et que là, c'est pas forcément toujours, disons, à notre goût français. Mais entre l'authenticité, le Caucase, etc., c'est une destination à découvrir. Un petit mot, Bénédicte Bordas, sur les propriétaires qui reçoivent les vacanciers. Est-ce qu'ils ont le devoir, non peut-être pas, mais en tout cas l'envie de prescrire des visites autour de chez eux? L'envie, terriblement. C'est le partage. Hein. C'est le partage, l'accueil, la convivialité. Ils vous reçoivent chez eux. Alors, c'est pas comme la Géorgie, mais ils vous reçoivent vraiment chez eux. Ils vous accueillent. S'ils sont producteurs, ils vont vous faire goûter ce qu'ils fabriquent. Enfin, vraiment, c'est des vrais ambassadeurs de leur territoire. Ils vont savoir vous dire quelle belle randonnée il faut faire, dans quelle boulangerie il faut aller, chez quel producteur il faut aller. Vous voulez trouver des bons vins, il y a des vignerons chez nous. Enfin, vraiment, ils vous font découvrir tout leur terroir, tout leur territoire avec amour. D'accord. Et ça, c'est pas une injonction de Gîtes de France. C'est eux vraiment qui spontanément ont envie de... Et puis ils rejoignent le réseau parce qu'ils savent aussi, ils connaissent ces valeurs. Enfin, je veux dire, ils savent, c'est des valeurs qu'on porte, qu'on leur explique, et tous nos propriétaires sont vraiment en totale affinité avec ces valeurs-là. Et en adéquation avec le cahier des charges de Gîtes de France. Exactement. Absolument. On va marquer une dernière pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer à parler de ces tendances vertes, inspirantes, vertes, et du voyage autrement hors des sentiers battus. À tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Un zoom sur des façons différentes de voyager, sur de très belles destinations avec nos invités. Sandrine Mercier, rédactrice en chef d'Air Magazine, auteur de 50 destinations, Nature, Voyage, une vie, très bel ouvrage, qui est Plume Verte depuis hier. Enfin, Plume Verte, ça veut dire que vous avez écrit un article, Sandrine, remarquablement. Écrit. Et qui parlait de tourisme solidaire en Casamance. D'accord. Fabrice Deltagliette avec nous, c'est le directeur général de Nomades Aventure. Et on parlera, Fabrice, de cette projection du voyage que vous faites sur un site, sur une plateforme en 2075. Donc dans 50 ans, vous invitez les auditeurs qui sont là, qui nous écoutent, et ceux qui fréquentent votre site à répondre à des questions. Et il y a un concours. Absolument. On les invite d'abord à prendre connaissance, s'ils le souhaitent, des contenus qu'on propose, c'est-à-dire des textes, des articles, des nouvelles, des interviews, des tables rondes qu'on propose, une trentaine de contenus avec des experts, des écrivains, Jacques Attali, Mike Horn, Bruno Maltor, des astronautes, etc., qui donnent leur point de vue sur un certain nombre de thématiques. Mais le lecteur, l'internaute, est invité à donner aussi son avis sur chacune des 7 thématiques. Il y a une question qui est posée. Est-ce que, par exemple, il pense qu'on continuera à voyager loin en 2075 ? Oui, je le pense. Ou dans l'espace. Voilà, ou dans l'espace, ou dans les fonds marins. Est-ce qu'on pourra continuer à voyager des sentiers battus où tout sera visité, connu, banalisé, etc., etc. Donc d'abord, il peut répondre à une question. Et ensuite, il peut aussi laisser un texte assez long, s'il le souhaite, pour décrire plus précisément sa vision. Et à la clé, petite carotte, il y a un voyage à gagner, enfin, en tout cas, un bon d'achat, plus exactement, assez élevé. De combien ? De 15 000 €. Ah non. Et pour aller où ? 15 000 €. On veut, justement. C'est un bon d'achat à utiliser dans notre offre, et qui permet en gros de se payer les plus beaux voyages possibles de Nomade Aventure. Le site, c'est destination2075.com. Destination2075.com. 7 questions et peut-être 15 000 € à la clé. Exactement. Bon, bravo. Bénédicte Bordas, porte-parole de Gîtes de France, pour les 70 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors pour nos 70 ans, on a voulu faire redécouvrir la France aux Français. D'accord. Donc on a monté une exposition photo. On a un partenariat avec une agence de photographes qui s'appelle Only France, qui a sillonné la France en long, en large et en travers, qui a fait ressortir ce qu'il y a de plus beau de nos paysages. Et en fait, leur idée est sortie pendant le Covid. En fait, on n'avait pas le droit de voyager, mais en fait, vous pouvez voyager tout en restant en France. Donc on a mixé à ça des hébergements Gîtes de France, que ce soit des gîtes ou des chambres d'hôtes, où vous avez l'impression d'être à l'autre bout du monde alors que vous êtes en France. D'accord. Par exemple, on a une cabane indonésienne, mais vous êtes en Gironde.
On a par exemple dans l'Indre, dans le Berry, vous êtes dans une prairie totalement étoilée, vous avez l'impression d'être à l'autre bout de la Terre, en Mongolie, et en fait pas du tout, vous êtes dans le Berry. D'accord. Voilà, on a des tas d'exemples comme ça. Donc ça vraiment, c'est une première partie de notre axe pour les 70 ans, faire redécouvrir la France. Et c'est une exposition itinérante qui est dans 16 lieux. On en a déjà fait la moitié, on continue jusqu'à la fin de l'année. Donc vous pouvez aller sur nos sites pareil, voir si une exposition à côté de chez vous, gîtesdefrance.com. Très simple. Est-ce que vous répondez au désir d'achat de voyages différenciants, notamment des jeunes générations qui veulent, par exemple, des hébergements insolites, des expériences un peu originales? Oui. Donnez-nous des exemples Là, je viens de vous donner par exemple des exemples dans le Berry ou la cabane indonésienne en Gironde, mais on a aussi des bulles incroyables à La Réunion. Oui. Vous dormez vraiment en pleine nature, face aux cascades, dans la forêt. Des bulles transparentes. Des bulles transparentes, absolument. Incroyables. J'ai fait l'expérience de ça et c'est génial. C'est génial. On est en contact du ciel notamment, on le voit changer en permanence, c'est très joli. Des cabanes à 8 mètres de haut en Ardèche. Non. Oui. Mais Bénédicte. Incroyable. Un tipi dans le Nord. Vous avez l'impression d'être un tipi indien. Oui. Au bord d'un lac. Très incroyable, dans le Nord. Une yourte dans les Alpes, vous parliez de la Mongolie tout à l'heure, une yourte dans les Alpes. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre Qu'est-ce que vous avez en magasin? Vous avez parlé de la cabane à 8 mètres de haut en Ardèche. Vous êtes un pavillon japonais, dans l'Orne. Incroyable, en Normandie. On va sur le site et on trouve. Vous allez sur le site, vous trouvez. 70 ans, mais quand même une offre qui se renouvelle, qui se différencie et qui se rajeunit. Qui se rajeunit. On cherche effectivement, à rajeunir les vacanciers qui viennent chez nous. On a eu un partenariat cette année avec le Guide Ultime. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un média sur les réseaux sociaux et ils ont fait découvrir nos hébergements à leur audience très jeune. D'accord. Et donc on a fait gagner. On a eu un jeu concours. Ils sont allés dans des hébergements justement, comme vous le disiez, insolites, pour montrer que on peut voyager à travers en France à travers des hébergements très différents les uns des autres. Donc voilà, on leur a fait découvrir des hébergements. On a fait un partenariat avec un chef. On a porté des valeurs qui nous sont propres et qui nous font plaisir. D'accord. On est conscient de ça, Fabrice Deltaglia, directeur général de Nomade Aventure, que le vacancier est de plus en plus informé. Il discute avant avec des robots. Maintenant, il fait fabriquer son voyage par l'IA. Et vous êtes conscient de tout ça, de cette transformation du désir du voyageur? On est conscient, on le surveille d'ailleurs, bien évidemment. Alors aujourd'hui, malgré tout, l'IA n'apporte qu'une tout microscopique fraction de trafic de notre site. Parce que effectivement, faire élaborer son voyage par l'IA, elle va chercher des informations sur Internet, exclusivement sur le web. Donc, elle peut trouver beaucoup de choses, mais malgré tout, elle va trouver des choses qui, par définition, existent, ont déjà été proposées. Notre valeur ajoutée, c'est de proposer des choses qui ne sont pas trouvables sur le web. Je l'évoquais encore hier avec mon directeur de voyage sur mesure. L'un des hébergements, l'un des endroits où j'ai bivouaqué cet été en Namibie, je l'invite à ne pas le mentionner sur notre site pour éviter que l'IA crawl notre site et le propose ensuite aux futurs utilisateurs et qu'on ne le propose que par téléphone aux clients parce que c'est extrêmement confidentiel aujourd'hui. Bien sûr. Absolument extraordinaire. C'était le point fort de notre voyage. Alors c'est où? Je vous le dirai si vous achetez un voyage. La localisation GPS tout de suite. Voilà, mais notre valeur ajoutée, effectivement, va dans les années à venir. C'est déjà le cas aujourd'hui. Mais dans les années à venir, sans dire où c'est, qu'est-ce qu'il y avait de formidable, sans dire où c'est? C'était un site hors du commun, au bord d'une rivière asséchée en cette saison. Il va trouver. Il va finir par trouver. Entre des falaises c'est un journaliste. Des falaises de grès arrondies avec les babouins, les arbres, etc. C'est difficile à décrire. On essaiera peut-être d'en rajouter une photo, pourquoi pas, dans l'émission. Voilà, et puis des éléphants du désert sauvages qui marchent à proximité, etc. Voilà, vous êtes un peu à la naissance du monde, comme disait Sandrine. Ce qui est un peu le cas de la Namibie en général, d'ailleurs. Une autre destination pour terminer cette émission, Sandrine? Non, je voulais évoquer cette revitalisation effectivement du tissu de la France parce que ça nous tient à cœur dans le magazine, effectivement. Parce que la France est présente dans le magazine. Alors il n'y en a pas dans le magazine, mais dans le livre, non. Il y aura sûrement un prochain livre pour parler de la France. Mais c'est vrai que 70 ans pour les Gîtes de France, mais il y a aussi j'avais envie de parler de Heavy Hub. C'est un nouveau style d'hôtel où il y a des gens qui se sont dit, il y a des hôtels qui sont en train de mourir dans les petites bourgades, qui n'ont pas d'avenir, et eux ils ont décidé d'investir justement pour c'est mixte, on va dire, c'est une nouvelle génération d'hôtels où c'est un mélange entre les touristes et les locaux. Donc ça fait en même temps lieu pour travailler, ça fait. Ils vont être contents, Gîtes de France. Mais non, mais justement, ça revitalise complètement. C'est complémentaire, on va dire. Oui, c'est complètement. Mais c'est ce qui participe justement de ce regain, dynamisme du dynamisme des territoires ruraux. Et ça s'appelle Heavy Hub. Il y en a à Saint-Bonnet-le-Château, par exemple, en Haute-Loire. C'est vrai
il y en a à Aurel aussi en Savoie, et c'est en train de grandir comme ça. Donc ils reprennent un hôtel qui était désaffecté, ils le retapent ils le retapent et ils le font en mode New Generation, on va dire, où se croisent les touristes et les locaux, parce que tu parlais beaucoup des locaux, et là ça permet effectivement de créer une dynamique comme une sorte de tiers-lieu au milieu du village, et là aussi on a les informations pour aller se balader autour, et comme ça le touriste aussi participe de la revitalisation du tissu rural, où parfois on est un peu dans des coins qui se meurent aussi en France. Absolument. Chez Nomade Aventure, est-ce qu'on peut trouver des voyages de micro-niches? Vraiment le truc, on se dit oh là là, mais ça, c'est vraiment le petit truc, il faut aller chercher le voyage bien-être, le voyage entre filles. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver chez vous? Tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait des micro-niches. Le voyage bien-être, c'est une tendance qui est assez largement répandue. Bon, si je vais citer vraiment une niche et qui me tient particulièrement à cœur, c'est les voyages sur le thème de la conquête spatiale, de l'exploration spatiale. En 2019, j'ai créé une toute petite gamme de voyages sur ce thème à l'occasion des 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Et donc, nous avons des voyages. Les premiers étaient en Russie pour aller visiter la Cité des Étoiles, la base d'entraînement des cosmonautes russes et des gens qui font des vols sur Soyouz. Alors évidemment, le voyage, on ne le propose plus depuis la guerre. Il était accompagné par l'astronaute français Jean-Pierre Aigneret, qui a lui-même vécu 9 ans à la Cité des Étoiles, donc il faisait vivre son expérience de vie à la Cité des Étoiles aux voyageurs. On a aussi des voyages aux États-Unis, bien sûr, qui permettent de visiter Cap Canaveral, Houston, etc., accompagné par un autre astronaute français, Michel Tonini, le 3e astronaute français. On a bien sûr des voyages en Guyane, qui permettent d'assister à des lancements de fusées Ariane. Un voyage en France et en Allemagne pour aller visiter la base d'entraînement des astronautes européens à Cologne, le CNES à Toulouse, etc. Voilà, donc ça c'est une toute petite niche, mais précisément qui est là où se situe notre valeur ajoutée, puisqu'on rentre dans des endroits fermés au public, on est accompagné par des personnes que jamais vous pourrez vous faire accompagner par eux dans la vie commune, et c'est là que aussi on prouve notre valeur ajoutée incontestable, au-delà de se faire plaisir à titre personnel. Mais j'ai vu qu'on pouvait aussi prévoir des voyages que entre femmes. Il y a un onglet sur le site où on peut prévoir. On a une petite gamme de voyages effectivement entre femmes. C'est une demande qui existe. Et on en propose effectivement une dizaine. D'accord. Gîtes de France, quels sont les axes de développement que vous souhaitez développer dans les années à venir? D'abord là, qu'est-ce qu'on a comme idée de séjour en septembre, octobre, novembre, décembre? Alors la Toussaint, allez, allons sur la Toussaint. Les vacances de la Toussaint, par exemple. Vous pouvez aller dans l'Ain, une ancienne ferme vue sur le Mont Blanc, incroyable, totalement retapée récemment par ses propriétaires. Vous pouvez aller aussi dans l'Eure, pas très loin, dans une vieille chaumière aussi entièrement retapée. Vraiment, c'est une bulle, c'est un petit cocon. Vous pouvez aller dans l'Oise, en forêt de Compiègne, c'est pas loin de Paris. Vous pouvez aller dans le Puy-de-Dôme, dans un ancien corps de ferme. Enfin, je peux vous en citer. On est toujours très lié à la ferme, au monde rural. C'est vrai. Souvent. Ouais, souvent. Ouais. Mais on a aussi des city breaks dans des grandes villes. On a aussi des hébergements à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Vous pouvez aller visiter le temps d'un week-end ces grandes villes et partir avec Gîtes de France. D'accord, très bien. Sandrine, un dernier exemple de destination verte pour nos auditeurs. Il vous reste 30 secondes. Eh bien, dans le prochain magazine qui sortira le 2 octobre, j'avais fait un reportage sur la Routo. Là, on était dans les Alpilles. Et ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que il y a des gens très chics qui habitent dans les Alpilles. Mais avec cette Routo, ils ont essayé de retracer les chemins qu'empruntaient avant les bergers avec leurs troupeaux pour monter pendant l'été, pour monter à l'Estive dans le sud des Alpes. Et donc, ils ont refait une route qui fait 500 km, en gros, entre Arles jusqu'au Piémont italien, mais ça traverse toutes les Bouches-du-Rhône, et c'est vraiment chouette. On voit les anciennes bergeries, on voit ces drailles qui permettaient de... Et donc, il y a toute cette idée autour de la transhumance, et on peut visiter la maison de la transhumance. Ça, c'est à côté de Salon de Provence. On passe par Fontvieille, Oreille, Mossane. Bien sûr. Des valeurs sûres. C'est super. On boit du vin et de l'huile. Voilà. Et avec modération sur l'huile, notamment. Fabrice, un dernier mot. On rappelle l'adresse du site internet où on peut concourir et peut-être gagner 15 000 €. www.destination2075.com. D'accord, et ça c'est un concours où on répond à cette question. Jusqu'au 14 décembre. Et il faut être malin. On répond ce qu'on veut aux questions. C'est un tirage au sort parmi les répondants. Si vous répondez à chaque question à laquelle vous répondez, vous gagnez une chance. Donc vous pouvez gagner jusqu'à 7 chances d'être tiré au sort. D'accord. Et l'adresse de Gîtes de France? Gîtesdefrance.com. Et là, pareil. Toutes vos destinations de vacances. Non.
Toutes les destinations de vacances. Destination de vacances pour la Toussaint, Noël, l'été prochain, Pâques, en famille, entre amis, avec des copains. Et là, on vise voilà. déjà Noël. Il paraît que les gens, s'y prennent très en avance. Noël, sur les l'Île-de-France. vacances de février pour le ski. Alors qu'une autre des tendances du tourisme, c'est de s'y prendre à la dernière minute. Alors que vous, c'est plutôt en amont. Bon, il y a un peu de tout. Il y a D'accord. beaucoup d'anticipation. Si vous voulez un bel hébergement et que vous le connaissez, il vaut mieux anticiper. Et puis, il y a beaucoup de dernière minute aussi pour les gens en fonction de la météo. On est très météo dépendant quand même pour les vacances en France. Merci à tous pour cette belle émission, de nous avoir donné des idées de séjour, de tourisme vert décarboné, du tourisme engagé, du tourisme où on prend soin des autres, des populations, de la nature et de la faune, et où on a un vrai contact humain, car on a remis un peu, je pense, l'humain au cœur du voyage. C'est très bien. Merci beaucoup à tous pour cette belle émission. Et on se retrouve dans Le Monde à découvrir, ou La France à découvrir, on ne sait pas. Ça fait partie des mystères de la vie. La semaine prochaine, dimanche, à 17h sur Sud Radio. Chers amis, à bientôt. Salut. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel.